Au webinaire webconférence du mois de février 2019, donc les webconférences de l'ANDA, vous avez l'habitude maintenant de retrouver chaque mois depuis l'année dernière et encore pour toute cette année. Donc ce mois-ci, on a la chance de recevoir le professeur Alain Sarraut qui va nous parler du risque cardiovasculaire. Donc on va faire comme on a l'habitude de faire, d'abord les vérifications techniques. Donc, le mode de communication, vous le savez, c'est sur la droite de votre écran. Vous pouvez communiquer à travers le chat. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser les questions, mais on vous demande d'utiliser principalement le chat. Ça nous facilite les choses, ça évite des va-et-vient et ça évite qu'on perde quelques questions en route. Donc, surtout, concentrez-vous sur la partie chat. Donc, les intervenants de ce soir, c'est bien sûr le professeur Alain Sarraut du CHU de Brest, moi pour la modération, et Damien, que vous ne voyez pas, mais qui est là et qui gère toute la partie technique. Donc ce soir, en préambule, comme le mois dernier, je vais vous parler du calendrier de cette année, calendrier qui a pour objectif de présenter les professionnels de santé et des patients atteints de polyarthrite dans des scènes de la vie quotidienne pour sensibiliser les deux parties au fait que derrière la blouse ou derrière la maladie, il y a un être humain et donc de motiver un peu tout le monde à faire l'effort d'aller rencontrer cet être humain et de dépasser les apparences. Donc un calendrier qu'on vous invite à découvrir et à commander sur le site de l'association. Il est gratuit cette année, seulement les frais de port, et il n'y en aura pas pour tout le monde, on vous le précise. Donc, un petit focus sur une de nos brochures, donc les vrais faux sur le méthotrexate, qui en fait est disponible au téléchargement sur le site de l'association, mais aussi via votre médecin, puisque depuis bientôt 2 ans maintenant, cette petite brochure qui reprend les thèmes essentiels autour du vivre avec le méthotrexate est disponible. Je vais m'arrêter là en vous rappelant que tout au long de l'année, comme je vous le disais, il y a des rendez-vous tous les mois. Le prochain est sur la douleur, mais comme vous le voyez sur l'année, les sujets sont très variés. Travail, fatigue, activité physique, cancer, tous ces grands thèmes qui vous intéressent et que vous pouvez retrouver dès la fin de la webconférence en replay sur le site de l'ANDAR. Donc maintenant, je laisse la parole au professeur Alain Sarraut pour polyarthrite et risque cardiovasculaire. Alain, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une polyarthrite rhumatoïde pour s'y intéresser, le risque cardiovasculaire. En fait, le gros problème qui se pose à tout le monde, c'est qu'on aura un jour un risque de faire soit un problème cardiaque, soit un problème de type paralysie cérébrale, soit avoir une artère qui se bouche au niveau d'un membre. C'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. Heureusement, c'est rare, mais c'est une des craintes légitimes qu'on peut avoir et surtout contre laquelle on peut lutter. Donc, ça serait dommage de ne pas savoir imaginer ce qu'on doit faire pour éviter d'avoir un jour un problème de vaisseau qui se bouche. Alors, ces vaisseaux qui se bouchent, j'ai une diapositive qui a disparu, mais ce n'est pas très grave, à moins que ce soit... Non. Ces vaisseaux qui se bouchent, ils se bouchent parce qu'on a un encrassement à l'intérieur des vaisseaux au fil de la vie. Et quelqu'un qui fait un infarctus, qui est donc tout en haut de la pyramide du risque, il a déjà des vaisseaux qui sont bouchés. Donc, on va considérer qu'il est malade et qu'il faut absolument faire quelque chose pour qu'il arrête de continuer à boucher ses artères. On peut avoir la même chose à un seuil en dessous, quand on a d'autres manifestations cardiovasculaires. Et encore en dessous, on peut avoir des vaisseaux déjà un peu bouchés, mais ne pas s'en rendre compte, à moins que l'on fasse des examens. Et on va dire dans ce cas-là qu'il y a de l'athérome infraclinique, c'est-à-dire que les artères sont déjà un petit peu encrassées par du calcium, par des lipides, des sucres qui sont déposés à l'intérieur, mais les patients n'en ont pas encore de plainte. Mais encore en dessous, avant qu'on ait le moindre signe qui puisse être visible avec des examens complémentaires, par exemple en faisant un Doppler, eh bien, on peut prédire que quelqu'un aura un jour peut-être plus de risques que les autres d'avoir des vaisseaux qui se bouchent parce qu'ils cumulent des facteurs de risque pour qu'il y ait des dépôts de graisse, de sucre, etc. à l'intérieur des artères.
Donc l'idéal, bien entendu, pour chacun d'entre nous, eh bien, c'est d'avoir un risque faible, d'avoir un jour les vaisseaux qui se bouchent, parce qu'on cumule un minimum de facteurs de risque, d'avoir un jour ces problèmes au sein des vaisseaux. Donc vous voyez qu'on peut imaginer que pour chacun, on puisse nous dire quel est notre risque d'avoir un problème cardiovasculaire, entre un risque qui est extrêmement faible et le risque maximal, c'est-à-dire quand on a déjà un problème cardiovasculaire. Alors, on essaye de prévenir le devenir, donc le fait qu'un jour un vaisseau se bouche, et on dit qu'on fait une prévention secondaire quand on traite quelqu'un ou qu'on fait des actes de prévention chez quelqu'un qui est déjà malade, autrement dit qui a déjà eu un vaisseau qui se bouche, et on dit qu'on fait une prévention primaire quand on fait de la prévention chez des gens qui ne sont pas encore malades. Donc il faut qu'on puisse mesurer chez chacun quel est le risque. Est-ce que les gens ont déjà une artère qui est bouchée? Est-ce qu'il y a déjà une artère qui est bouchée mais qui ne parle pas encore? Ou bien est-ce que les gens ne sont pas malades mais ont un risque un jour de développer un problème? Alors l'objectif, comme on sait que les maladies cardiovasculaires sont donc multifactorielles, avec plusieurs éléments qui vont contribuer au fait que les artères se bouchent, eh bien, c'est de rechercher quels sont les facteurs de risque qui sont présents chez une personne. Alors la prise en charge doit être globale, c'est-à-dire qu'on va rechercher tous les éléments qui permettent de prédire le risque cardiovasculaire global qu'un jour aura une personne. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cette évaluation? Alors, cette évaluation, on ne va pas la faire exactement pareil chez les hommes et chez les femmes, mais pour tout le monde, on va essayer de quantifier en faisant un système de points. C'est par exemple ce qui a été proposé par le score dit de Framingham, qui donne une idée très précise du risque d'avoir un jour un accident vasculaire. Donc, je vous montre le chemin que l'on fait quand on essaye d'évaluer chez un homme son risque à 10 ans d'avoir un problème vasculaire. En haut à gauche, vous voyez l'étape 1, on demande aux gens quel est votre âge. Et l'âge va donner un risque déjà, puisque plus on vieillit, plus on augmente son risque d'avoir un accident vasculaire. Il est bien évident que quelqu'un de 20 ans n'a quasiment pas de risque de faire un jour une artère qui se bouche dans les 5 ans ou dans les 10 ans. Quelqu'un qui a 70 ans a beaucoup plus de risques. Eh bien, le nombre de points qu'on va attribuer va dépendre de l'âge. Ensuite, on regarde le cholestérol, le mauvais, le LDL, et le bon, le HDL. Et en fonction de son taux, on va mettre des points négatifs, autrement dit, diminuer le risque, ou des points positifs, autrement dit, augmenter le risque d'avoir un jour un problème vasculaire. Ensuite, on va regarder la tension artérielle, la minima et la maxima, les deux chiffres que l'on donne quand on dit que la tension artérielle est par exemple à 16-10. Et selon les valeurs de ces minima et maxima, on va attribuer soit 0 points si la tension artérielle est basse, soit jusqu'à 3 points si elle est haute. Ensuite, on va regarder si les patients ou les individus évalués ont un diabète, et puis enfin, s'ils fument. Et ça vous permet de voir que le risque du diabète augmente de 2 points, c'est-à-dire à peu près comme de vieillir d'une dizaine d'années, ce qui revient un peu au même que de fumer. Donc en gros, chaque fois qu'on prend 10 ans, si on a une nouvelle maladie, par exemple un diabète, ou si on fume, eh bien on augmente son risque à chaque fois de 2 points. Et on fait la somme de tous les points obtenus pour un homme en mettant l'âge, le cholestérol, la tension artérielle, le diabète ou le fait de fumer, et puis on fait la somme. Et avec cette somme, qui sera évaluée de la même façon d'ailleurs chez les femmes, on va avoir un chiffre total qui nous donne une idée du risque pour l'individu de faire un accident vasculaire. Une alternative, c'est un autre modèle qu'on appelle le SCORE, qui donne, lui, le risque, pas de faire un accident vasculaire, mais de faire un décès, donc de mourir à cause d'un problème vasculaire, en faisant un infarctus, en faisant un accident vasculaire. Et donc, c'est un système qui est très visuel, puisque vous voyez que plus on est dans le rouge, plus on a un risque qui est important, puis plus on est dans le vert, moins il est important. Et on peut regarder uniquement avec le chiffre de la tension,
le sexe, le fait de fumer ou pas, et le cholestérol, quel est le risque qu'on a de faire, dans les 10 ans, un problème vasculaire qui est grave au point d'en décéder. Alors, ces deux systèmes, le score et le Framingham, ont des avantages et des inconvénients. Quand on regarde, par exemple, les variables qui sont dedans, on voit que pour le score, il y a le sexe, le tabac, le cholestérol, la tension et l'âge. Il y a un peu plus de paramètres qui ont été mis dans le Framingham. Il y en a un, c'est plutôt le risque de mourir, l'autre, c'est le risque d'avoir un accident vasculaire. Donc, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ce risque cardiovasculaire et la polyarthrite rhumatoïde? Eh bien, ce qui fait qu'on s'est intéressé finalement à ce sujet pour en parler dans le cadre de l'ANDAR, c'est qu'on sait que la polyarthrite rhumatoïde est aussi un facteur de risque d'avoir un accident vasculaire. Donc, il faut essayer encore plus de diminuer ces autres facteurs de risque quand on a une polyarthrite, puisque déjà, par le fait de la polyarthrite, on augmente son risque d'avoir un accident vasculaire. Alors, c'était surtout vrai autrefois quand on avait des traitements moins efficaces et quand on utilisait beaucoup de cortisone. Aujourd'hui, comme on a des traitements plus efficaces, qu'on met moins de cortisone, moins d'anti-inflammatoires, c'est peut-être moins vrai que ça l'était. Mais il n'empêche que, en tout cas, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, le risque, le poids du fait d'avoir une polyarthrite rhumatoïde dans le risque d'avoir un accident cardiovasculaire était à peu près le même que celui du diabète. On dit qu'on augmente de 1,5 fois, voire jusqu'à 2 fois son risque d'avoir un accident vasculaire quand on a une polyarthrite rhumatoïde par rapport à quelqu'un qui n'en a pas. Donc, chez les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, on va être encore plus motivé pour rechercher s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaires et si on en trouve, encore plus motivé pour les faire diminuer, puisqu'il faut mettre le plus de chances possible à quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde de ne pas faire d'accident vasculaire, comme chez quelqu'un qui n'a pas de polyarthrite rhumatoïde, mais en sachant que déjà, les patients partent avec un petit sur-risque qu'il vaut mieux pouvoir diminuer. Donc, on voit qu'il y a des risques qui sont indépendants de la polyarthrite. Donc, par exemple, quelqu'un qui fume a un risque d'avoir un problème un jour vasculaire. Quelqu'un qui a un diabète a un risque d'avoir un jour un risque vasculaire. Quelqu'un qui a peu de bon cholestérol ou beaucoup de mauvais cholestérol aussi. Quelqu'un qui a une tension artérielle aussi. Eh bien, dans la polyarthrite rhumatoïde, on sait que la polyarthrite est associée au tabagisme. Donc, c'est pas très surprenant qu'on ait plus de risques cardiovasculaires dans la polyarthrite puisqu'il y a plus de tabagisme. Mais même si on enlève ce facteur-là, même si on enlève le diabète, eh bien on voit que les facteurs de risque associés à la polyarthrite sont un peu différents de ceux qu'on voit dans la population générale parce qu'il y a une part de surrisque qui est liée à l'inflammation et au traitement. Ce qui fait que ce n'est pas tellement le fait d'avoir du cholestérol ou de la tension qui va augmenter le risque cardiovasculaire dans la polyarthrite. C'est un peu le tabac et le diabète parce qu'il y a plus de tabagisme, qui est une des causes de la polyarthrite, et plus de diabète, qui est dû au fait de prendre de la cortisone, par exemple. Le cholestérol est un peu moins bon chez les patients qui ont une polyarthrite s'ils ne peuvent pas faire d'activité physique, parce que l'activité physique permet d'améliorer son cholestérol. Et dans l'autre sens, on sait que l'inflammation et certains traitements, de manière générale, ont tendance à un peu encrasser les vaisseaux, enfin à faire que le vaisseau va avoir des dépôts de lipides. Donc tout ça fait que la polyarthrite doit être considérée comme un des facteurs de risque et un élément qui modifie le poids de chacun des facteurs classiques associés aux problèmes vasculaires. Donc, ce qu'on peut dire globalement quand on parle du risque cardiovasculaire dans la polyarthrite, c'est que la polyarthrite est un facteur de risque en soi. Donc, il va falloir tout faire quand on est médecin pour obtenir rapidement une rémission de la polyarthrite ou un niveau très faible de son activité pour permettre qu'il y ait peu de cortisone, qu'il y ait peu d'anti-inflammatoires, qui sont des facteurs de risque, peu d'inflammation, l'inflammation étant un facteur de risque d'encrasser des vaisseaux en quelque sorte,
pour ramener le plus vite possible les patients qui ont une polyarthrite au même type de risque de polyarthrite que quelqu'un qui n'a pas de polyarthrite rhumatoïde. Et aujourd'hui, comme on a des traitements qui sont de plus en plus efficaces et qu'on les met de plus en plus tôt, on arrive à faire que la plupart des patients qui ont une polyarthrite n'ont pas d'inflammation dans le sang et ont peu de cortisone, si bien que progressivement, on va réduire le risque qui est lié à la polyarthrite par elle-même. Parallèlement, la polyarthrite est en partie due au tabac, ce qui est plus vrai chez les hommes que chez les femmes, mais globalement, on sait que le tabac est un des facteurs de risque de la polyarthrite. Donc, il va falloir, bien entendu, en plus du fait qu'on prend en compte le risque cardiovasculaire de la polyarthrite, faire toutes les recommandations qu'on fait habituellement chez les autres, et a fortiori pour le tabac, qui en plus peut induire la polyarthrite elle-même. Il faut qu'on conseille de l'activité physique dans la mesure des possibilités des patients, puisque on sait que l'activité physique améliore les caractéristiques du cholestérol et diminue le risque cardiovasculaire. Donc chaque fois que c'est possible, il faut que les patients aient une activité physique. Et puis, un autre moyen de diminuer son risque cardiovasculaire, eh bien, c'est de manger bien. On entend régulièrement des recommandations nationales qui disent bougez de plus, mangez moins. Bougez plus parce que ça va améliorer le cholestérol et diminuer le cardiovasculaire. Mangez moins parce qu'on sait que l'alimentation, et particulièrement l'alimentation grasse et salée, n'est pas très bonne pour la santé. On sait que le régime méditerranéen, c'est-à-dire de manger beaucoup de légumes, de prendre plutôt de l'huile d'olive, de manger peu de viande, et notamment peu de viande rouge, va contribuer au fait que l'on diminue son risque vasculaire. Alors, le régime, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant par les patients qui espèrent traiter en partie la polyarthrite par le régime. Aujourd'hui, on n'a pas d'études qui montrent que c'est possible. Par contre, on a énormément d'arguments pour dire que le régime méditerranéen peut améliorer peut-être la polyarthrite, mais en tout cas diminuer le risque cardiovasculaire. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument le conseiller de façon importante. Alors, la difficulté pour la prise en compte du risque cardiovasculaire, c'est de savoir par qui est-ce qu'elle doit être faite. Normalement, en population en général, la plupart du temps, la détection des facteurs de risque cardiovasculaire est faite par le médecin généraliste. Mais en France, beaucoup de gens qui n'ont pas de problème de santé, finalement, ne vont pas voir leur médecin généraliste et donc n'ont pas les rappels comme quoi il ne faut pas fumer, il faut faire une activité physique, il ne faut pas manger trop gras, il ne faut pas prendre trop de poids, etc. Donc l'idéal, c'est effectivement qu'il y ait une éducation de tout le monde sur le risque cardiovasculaire et tout le monde doit avoir cette petite formation pour savoir ce qui augmente le risque un jour d'avoir des vaisseaux qui sont en partie bouchés. Pour l'empêcher, s'il y a des campagnes qui sont faites au niveau national, c'est quelque chose de très positif. Mais on ne peut pas espérer que ça suffise complètement. On a vu que le généraliste, tout le monde ne va pas le voir. Quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde, souvent, est beaucoup vu par son rhumatologue et pas toujours assez finalement par le médecin généraliste. Soit le rhumatologue est habitué à faire de la détection du risque cardiovasculaire et à rappeler tous ces principes de base, éventuellement à traiter s'il y a des facteurs de risque, comme par exemple du cholestérol, du tabac, etc. Soit le rhumatologue n'est pas suffisamment habitué à le faire et il faut qu'il pense à adresser vers le généraliste. Même quand les patients qui ont une polyarthrite vont souvent voir le généraliste, un des problèmes, c'est que comme il y a déjà d'autres médicaments pour la polyarthrite, comme il y a déjà un suivi qui est fait par le rhumatologue, le généraliste ose moins s'impliquer. Donc il faut vraiment discuter avec le généraliste et avec le rhumatologue, quand on voit les deux, de savoir qui doit le plus prendre en charge cette partie de risque cardiovasculaire, qui doit mettre en route un traitement s'il y en a besoin, qui doit mesurer quel est le risque cardiovasculaire avec le score ou avec le Framingham ou avec d'autres outils qui existent. Mais en tout cas, il faut que quelqu'un le fasse. Et puis parfois, eh bien, il faudra aller voir un cardiologue. Alors,
voir le cardiologue en systématique, c'est probablement quelque chose d'un peu lourd, parce que déjà, bon, il y a le traitement de la polyarthrite, il y a la prévention normale de vaccins, tout ce qui est la prise en charge de tout un chacun. Rajouter une consultation cardiologique systématique est un peu lourd, d'autant qu'on voit que c'est finalement, dans la majorité des cas, assez simple de poser des questions. Quel est votre âge? Quel est votre sexe? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez un cholestérol qui est normal ou pas? Et puis, il faut doser, prendre la tension. Tout ça, c'est quelque chose que tout rhumatologue et tout généraliste peut faire. Le problème, c'est de s'entendre pour savoir qui s'en occupe. Et si jamais on trouve des anomalies et qu'elles sont difficiles à prendre en charge, alors là, il faut un avis spécialisé. Et la question va se poser finalement, quand il y a une hypertension artérielle et que le généraliste, le rhumatologue, ne savent pas ou ont du mal à traiter, quand il y a un diabète qui est difficile à équilibrer, quand il y a un cholestérol qu'on n'arrive pas à normaliser, ou bien quand il y a un effet indésirable des médicaments qui sont prescrits pour le cholestérol, pour la tension, pour le diabète, etc. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas dire quand est-ce qu'il faut faire une consultation spécialisée, quand est-ce qu'il faut faire un dépistage systématique avec par exemple un Doppler pour voir l'état des artères, mais ce qu'il faut, c'est qu'en tout cas quelqu'un mesure le risque cardiovasculaire avec le score ou avec le Framingham, et on considère classiquement qu'il faut augmenter la valeur du chiffre obtenu de 1,5 pour avoir une vraie évaluation dans le cas de la polyarthrite, si on considère que la polyarthrite est en elle-même un facteur de risque. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? La première chose, c'est que la maladie cardiovasculaire, le fait qu'on ait des vaisseaux qui s'encrassent un petit peu avec le temps, c'est quelque chose que l'on aura tous. Alors, ce qu'il faut, c'est que ça s'encrasse un petit peu, mais qu'on n'arrive pas au stade de maladie. Autrement dit, que l'on ait un jour les vaisseaux un petit peu moins bons que quand on était jeune, on dit qu'on a l'âge de ses artères, c'est normal. Mais moins on les aura encrassés, mieux c'est. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Et le moyen de savoir quel est son facteur de risque, eh bien, il suffit de faire la mesure par une des méthodes qu'on a vues. Et pour retenir quels sont les facteurs de risque, eh bien, il suffit de regarder le Framingham ou le score, ou bien d'autres qui existent, comme le Curie-Sque 3. Il y en a d'autres qui sont éventuellement disponibles, mais rien que les deux premiers donnent une bonne idée pour savoir que finalement, les éléments les plus importants pour évaluer le risque cardiovasculaire sont des éléments très simples. Et si on voit qu'on a un risque qui est plus élevé que la moyenne des gens de son âge, a fortiori si c'est très élevé, eh bien, il va falloir faire une prise en charge avec un traitement. Et donc, il faut que quelqu'un ait fait cette détection, ou le médecin traitant, ou le rhumatologue, et que quelqu'un fasse la prise en charge qui va derrière. Pour quelqu'un qui est encore très jeune, qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, bien entendu, l'évaluation n'a pas à être systématique. Quelqu'un qui ne fume pas, qui a 30 ans, qui ne prend pas de médicaments potentiellement toxiques, qui n'a pas de diabète, qui n'a pas de cholestérol, etc., il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais dès qu'on a plusieurs facteurs de risque et qu'on avance dans l'âge, eh bien c'est important parce que c'est une maladie silencieuse, finalement, l'athérosclérose, mais qui peut avoir un jour des conséquences non négligeables sur les vaisseaux. On considère donc aujourd'hui que la polyarthrite augmente par 1,5 le risque qui est obtenu par la mesure du score. Donc, par exemple, si on a un risque de décéder de maladie cardiovasculaire de 3% dans les 10 ans, eh bien, il faudrait dire que c'est plutôt 4,5% si on a une polyarthrite en plus. Mais c'est sans doute de moins en moins vrai, ou en tout cas, ça va devenir de moins en moins vrai, puisque maintenant, la plupart des polyarthrites n'ont pas une inflammation chronique. Et c'est quand même, pour beaucoup, l'inflammation chronique et les traitements qu'on mettait pour l'empêcher qui jouaient dessus, les nouveaux traitements ayant moins d'impact. Et on voit dans des publications qui commencent à apparaître que le risque cardiovasculaire ne diminue pas dans la population générale, alors qu'il a une tendance à diminuer dans la polyarthrite rhumatoïde par rapport à ce qu'il était. Il y avait un surrisque, mais qui aujourd'hui diminue par rapport à ce qu'il était, alors que dans la population générale, bien, il n'y avait pas de surrisque autrefois, mais ce risque augmente avec le temps, parce que malheureusement, la population bouge moins, prend plus de poids, donc bouger plus et manger moins reste une réalité. Alors manger moins dans la polyarthrite, faut peut-être pas aller jusque-là, faut pas être dénutri non plus. Ce qu'il faut, c'est plutôt manger bien que manger moins, à part si
on est en surpoids. Et c'est vrai un peu chez tout le monde, même en dehors de la polyarthrite, encore une fois. Donc, j'espère que cette présentation vous a un peu éclairé sur ce qu'est le risque cardiovasculaire et comment on le mesure. Si vous voulez mesurer vous-même votre risque, donc voyez que vous pouvez le faire. Si les outils que je vous ai montrés, le Framingham et le score vous paraissent compliqués, il y en a un autre qui est très simple qu'on peut faire sur Internet qui s'appelle le Q-RISC 3. C'est un Q, R-I-S-K, et avec un 3, qui inclut la polyarthrite rhumatoïde comme facteur de risque à l'intérieur. Donc, ça permet de voir le risque qu'on aurait sans et celui qu'on a avec sa polyarthrite rhumatoïde, et puis tous les autres paramètres en fonction du fait qu'on fume, qu'on a du cholestérol, etc. Et ça donne là aussi un risque à 10 ans. Mais le Q-RISC 3 n'a été évalué que dans une population anglaise, ce qui fait qu'aujourd'hui en France, on l'utilise moins, même s'il est plus parlant à faire, parce que ça ne reflète pas la réalité, les Français ayant moins de risques cardiovasculaires globalement que les Anglais. Voilà, donc maintenant je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup Alain pour cette présentation très détaillée, très explicite. Donc des questions, oui, on en a pas mal. On a par exemple Alice qui nous dit « Je prends du méthotrexate 20 mg par semaine depuis 1 an et j'ai constaté l'apparition de veines sur les pieds et sur la jambe. Y a-t-il un lien et un risque ?» Alors le méthotrexate n'augmente pas le risque cardiovasculaire, je dirais au contraire. Comme il diminue l'inflammation en tant que traitement de fond, il est plutôt globalement protecteur. Il n'y a pas d'études qui montraient qu'il avait un effet néfaste. S'il y a des petits vaisseaux qui apparaissent sur les jambes, ce n'est pas dû au méthotrexate, enfin, sauf cas vraiment invraisemblable, ça n'a jamais été décrit à ma connaissance. En général, c'est une insuffisance veineuse quand on voit des vaisseaux trop apparents. Et l'insuffisance veineuse, c'est malheureusement quelque chose qui s'installe quand on est beaucoup debout. Le fait d'être debout avec la pesanteur fait que le sang qui est dans les pieds, s'il a du mal à remonter, eh bien, il dilate certains vaisseaux des jambes et donc on les voit plus visibles. Et c'est vrai pour des gros vaisseaux, on parle de varices, mais c'est aussi vrai pour des tout petits vaisseaux. Et dans ce cas-là, on voit des petits vaisseaux sur les jambes. Et le meilleur traitement, c'est d'avoir souvent les jambes en l'air, ne pas rester longtemps debout immobile, et puis éventuellement de mettre des bas à varices ou des chaussettes à varices pour empêcher le développement. Mais ça, il faut en parler avec votre médecin généraliste. Mais ce n'est pas lié au méthotrexate. Ok, merci. Nicole nous dit « J'ai une insuffisance mitrale. Est-ce qu'elle peut être due à ma PR ?» Alors, il peut y avoir exceptionnellement des atteintes cardiaques, mais c'est très rare. C'est plus souvent des atteintes aortiques. Et il faut des polyarthrites qui soient quand même très sévères et très anciennes. Aujourd'hui, vraiment, on n'en voit quasiment jamais d'atteinte cardiaque due à la polyarthrite. Donc, le plus vraisemblable, c'est que ce soit une association fortuite. D'accord, ok, merci. Peut-être tu peux rappeler ce que c'est l'atteinte mitrale, parce que je pense qu'à part Nicole, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Le cœur, vous savez, on a un cœur droit et un cœur gauche. Le sang qui arrive justement des veines remonte dans l'oreillette droite. Ensuite, il va aller dans le ventricule droit. Et ensuite, il va être mis dans le poumon. Ensuite, il va être rendu plus rouge, plus oxygéné, puisqu'il est passé par le poumon, le sang. Il va aller dans l'oreillette gauche, qui va le mettre dans le ventricule gauche et qui va le propulser dans les artères qu'on connaît, les artères des bras, les artères des jambes, en passant par l'aorte. Et pour que le cœur marche, il y a donc 4 chambres, les 2 oreillettes et les 2 ventricules, et il y a des valves qui permettent de les fermer pour que quand le cœur fait une pompe, ça puisse s'ouvrir d'un côté et se fermer de l'autre pour pas que le sang reparte de là où il vient. Eh bien, ces valves, elles ont un nom à chaque endroit. Et du côté du cœur gauche, il y a la valve mitrale qui est entre l'oreillette et le ventricule. Et puis après le ventricule, c'est la valve aortique. Merci beaucoup. On dit que l'insuffisance mitrale, quand il y a une de ces valves qui arrive à se fermer insuffisamment, et donc au moment où le cœur chasse le sang, mais il y a une partie qui repart alors que normalement elle ne devrait pas repartir vers l'oreillette. D'accord, ok. Bon, pour moi c'est plus clair.
Alors, Samira nous dit: « Je ne suis plus sous traitement de fond. Le risque d'accident vasculaire est-il élevé ou le traitement permet-il également de limiter ce risque ?» Alors, s'il n'y a plus de traitement de fond du tout, c'est-à-dire ni traitement biologique, ni traitement classique comme le méthotrexate, c'est que la polyarthrite va bien, je pense. Si la polyarthrite est en rémission et qu'il n'y a pas besoin de traitement de fond, il n'y a pas d'inflammation, donc il n'y a pas de risque cardiovasculaire. Si par contre, vous devriez avoir un traitement de fond parce que vous avez une inflammation dans le sang, les articulations gonflées, bah, de ne pas traiter est un facteur de risque vasculaire. Donc c'est mieux d'avoir un traitement de fond quand on peut en avoir. C'est très rare qu'on ne mette pas de traitement de fond aujourd'hui dans la polyarthrite. Sauf quand elle est vraiment en rémission sans traitement, ce qui est dans ce cas-là comme si on n'avait pas de polyarthrite. Oui, parce que la problématique, c'est l'inflammation. Donc, voilà, c'est ça le seuil de compréhension. OK. Nanou nous dit sous métaux depuis 11 ans, j'ai du cholestérol stabilisé grâce à Crestor 5, que les risques avec ma PR, sachant que j'ai parfois des crampes dans les jambes et les pieds, quelle solution alors que je ne supporte plus le Crestor 5 ? Donc, comment elle gère en étant sous métaux avec un cholestérol qui est stabilisé grâce à un traitement qu'elle ne peut plus prendre ? Alors, ben, ça, c'est un problème parce que les médicaments pour… Vous m'entendez Ça y est, on t'entend à nouveau. On t'avait perdu. Il y a eu un petit truc, mais bon, ça s'est réparé apparemment. Donc, en général, on préfère que les patients traités par statine les gardent chaque fois qu'on peut, parce que c'est le meilleur traitement et celui qui a le plus prouvé qui diminuait le risque cardiovasculaire. Si vraiment ça ne va pas bien avec une statine, on peut en essayer une autre, il y en a plusieurs, ou bien on peut faire autre chose que les statines, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué d'arriver à parfaitement équilibrer le cholestérol. Donc je pense que le mieux, c'est d'en parler avec les médecins pour voir celui qui a prescrit la statine, pour discuter, soit de vérifier d'abord que c'est bien elle qui est responsable d'effets secondaires, parce qu'on peut avoir des crampes qui n'ont rien à voir, on peut avoir des symptômes qui ne sont pas liés toujours à la statine. Si vraiment c'est lié à la statine et que c'est pour ça que vous êtes gêné, eh bien dans ce cas-là, on discute soit de baisser la dose, et dans ce cas-là, il faut faire un régime en plus dans l'idéal, ou bien en prendre un autre, ou bien changer de classe de médicament. Ok. Susanna nous dit: je suis sous Roactemra et j'ai les triglycérides hautes. Je prends Febrofibrate. J'ai commencé à me sentir très fatiguée. Je ne sais pas si c'est à cause de mon âge, 61 ans. J'ai eu une échographie et je vais suivre une scintigraphie myocardique. J'ai pris de la cortisone pendant 14 mois. Je ne fume pas. Comment savoir si c'est l'âge qui est en cause? En même temps, 61 ans, c'est pas si vieux. C'est jeune. Mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, le Roactemra en lui-même augmente le cholestérol, mais le bon et le mauvais. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement si ces traitements augmentent le risque cardiovasculaire, justement parce qu'ils augmentent à la fois le bon et le mauvais cholestérol. Et quand on augmente le bon cholestérol, ça diminue le risque cardiovasculaire. Et quand on augmente le mauvais, on augmente son risque cardiovasculaire. Mais là, les deux montent. Donc, c'est difficile de dire quel est le risque lié à cette augmentation. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir compte des deux cholestérols, le bon et le mauvais, le HDL et le LDL. Si le chiffre est très haut, malgré tout, on traite, parce qu'on ne va pas prendre le risque de laisser les gens avec des taux de cholestérol très importants. Donc, en général, effectivement, on met un traitement et on essaye de ramener le cholestérol dans des valeurs les plus normales possibles. Le cholestérol en lui-même ne donne aucun symptôme. C'est-à-dire que c'est un facteur de risque d'avoir un jour un problème de vaisseau, mais en soi, ça ne donne aucun symptôme. Donc, si vous vous sentez plus fatigué, c'est en tout cas pas dû au cholestérol. Si le traitement qui a été mis pour le cholestérol s'est associé à la fatigue, on peut imaginer qu'il puisse avoir une responsabilité, mais ce n'est pas sûr du tout non plus. Et si vraiment vous pensez que c'est dû à ce médicament-là, il faut là encore en parler au médecin. On peut éventuellement faire le test de l'arrêter pour voir. Et si la fatigue ne s'améliore pas en l'arrêtant, c'est que ce n'est pas lui qui est responsable. Et de faire une fenêtre sans traitement pendant une quinzaine de jours pour voir n'est pas très grave. Et si on voit que ça ne change rien, c'est que ce n'est pas lui. Et dans ce cas-là, il vaut mieux le remettre. Et c'est peut-être qu'il faut mettre autre chose que le tocilizumab, enfin l'anti-IL6 que vous avez, si vous avez la fatigue depuis que vous avez ce traitement,
si vous avez l'impression que c'est ce traitement-là plutôt qui est responsable. Mais la polyarthrite aussi peut fatiguer, il peut y avoir d'autres raisons d'être fatigué, ou un stress indépendant, d'autres problèmes de santé physiologique, psychologique ou autres peuvent participer. Ok, merci. Anne-Marie nous dit, j'ai 74 ans, sous méthotrexate 25 mg et Ritux. J'ai subi 3 coronarographies en 1 an et pose de 5 stents. Je suis non-fumeuse, épuisée et des douleurs plus. Alors oui, là, s'il y a déjà eu plusieurs stents, c'est qu'on est dans la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des vaisseaux qui ont été en partie bouchés. Donc, il faut absolument essayer de ne plus avoir d'inflammation. Le rituximab est un des bons traitements de la polyarthrite. Si il permet qu'il n'y ait plus d'inflammation, ben, c'est parfait comme prévention secondaire liée à l'inflammation. Mais parallèlement, chez quelqu'un qui a déjà eu des infarctus, qui a des stents de manière générale, eh bien, on met toujours des antihypertenseurs, puisque la tension est un des facteurs de risque, des hypolipémiants pour baisser le taux de cholestérol, parce qu'on sait qu'il faut le baisser même quand il est quasiment normal chez des personnes qui ont déjà eu des problèmes vasculaires, puisqu'on augmente leur chance de ne pas récidiver. Donc, c'est vrai que souvent, quand il y a eu plusieurs problèmes à type de stent, il y a nécessité d'avoir un traitement bien conduit de la polyarthrite, de la tension, du cholestérol, plus des antiagrégants, des médicaments antifluidifient le sang, pour que tous ces éléments contribuent au fait que ça ne se reproduise pas. Alors après, qu'il y ait une fatigue liée au fait qu'il y a eu plusieurs fois des accidents cardiaques est possible, parce qu'on peut être vite essoufflé quand on fait un effort si on a eu beaucoup de vaisseaux qui sont bouchés au niveau du cœur. Ok, Karim nous demande si tu peux dire quelques mots sur les risques de récidive après un AVC, tout en étant traité pour une PR avec un anti-TNF et un métaux, et une PR stabilisée avec un traitement, un protocole cardio classique, anti-agrégant, périndopril, Taor, je ne connais pas du tout là, donc je te répète bêtement ce qui est écrit. Voilà, si tu peux dire quelques mots sur les récidives après AVC. Alors, on n'a pas d'ABAC français, enfin de score français qui permettent de dire exactement quel est le risque pour un individu dans ce contexte-là. Mais si vous voulez faire l'exercice de regarder sur le QRISC 3, on peut taper sur Internet QRISC 3 et puis mettre j'ai déjà eu un accident vasculaire, j'ai une polyarthrite, j'ai le cholestérol à tel chiffre, j'ai la tension à tel chiffre, etc. Et à la fin, ça donne un chiffre. En sachant qu'il est surestimé parce que la population anglaise donc, est plus à risque que la nôtre, mais on peut avoir une idée du risque qu'on a. Mais de toute façon, de connaître son risque une fois qu'on a déjà été malade n'est pas très intéressant. Le problème, c'est pas tellement de savoir quel est son risque, mais c'est de tout faire pour le diminuer au maximum. Et tout faire pour le diminuer au maximum, on sait ce qu'il faut faire. Il faut avoir le cholestérol le plus bas possible, il faut avoir la tension assez basse, mais pas trop non plus, il ne faut pas être en hypotension. Il faut bouger, il ne faut pas fumer, etc. Et puis avoir une polyarthrite parfaitement contrôlée. Alors, ce n'était pas AVC, c'était accident cardiovasculaire. Mais bon, je pense que ta réponse reste la même. Oui, c'est un événement vasculaire, c'est pareil. Marion nous dit, un mauvais sommeil ou un petit sommeil aggrave-t-il les risques cardiovasculaires? Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'études, en tout cas, c'est dans aucun score d'évaluation. Si ça jouait, ça serait probablement de façon indirecte, et donc ça serait retraduit par autre chose. Parce que, par exemple, quelqu'un qui dormirait mal parce qu'il est stressé, ou parce qu'il mange trop, ou parce qu'il y aurait probablement d'autres marqueurs sur la tension, etc., qui fait que de le rajouter comme un facteur de plus n'apporterait rien. Donc, on considère aujourd'hui que la liste des facteurs de risque que j'ai présentés sont suffisants pour résumer pour un individu le risque, et que le reste, c'est des facteurs qui n'apportent rien de plus à être notés. Ok. Maëlle nous dit, est-il vrai que sous pilule contraceptive, il y a un risque d'accident vasculaire? Et si oui, pourquoi? C'est une bonne question encore. Toutes les questions sont très pertinentes. Avec les œstroprogestatifs naturels, la femme a moins de risque vasculaire que l'homme. Donc, globalement, on voit que quand on fait le calcul du risque d'avoir un accident vasculaire, la femme a beaucoup moins de risque que l'homme à facteur de risque égal. Si
les deux ne fument pas, par exemple, ou les deux fument, etc., ont le même âge. La femme est protégée par les hormones. Par contre, les hormones non naturelles, elles ne semblent pas avoir un effet protecteur. On sait qu'elles augmentent le risque à la fois sur les veines et sur les artères. On a un peu plus de risque de faire des phlébites quand on prend des œstroprogestatifs, et on a un peu plus de risque de faire un accident vasculaire parce que ça n'a pas l'effet protecteur des hormones naturelles. Donc, effectivement, on déconseille aux femmes qui fument, par exemple, de prendre la pilule parce que c'est cumulé de facteurs de risque. Donc, même une jeune femme, on déconseille normalement le tabac et la pilule, ce qui est malheureusement un peu trop souvent oublié aujourd'hui par les jeunes filles. Marion nous demande que penser de résultats sanguins élevés ou mauvais alors que l'examen cardiologique chez le cardiologue est excellent à 70 ans, nous précise-t-elle. Alors, c'est que les deux n'ont pas vraiment de lien direct, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un très mauvais cholestérol à 70 ans depuis 3 ans, ce qui n'a pas eu de conséquences parce qu'il faut beaucoup d'années pour que le cholestérol bouche un vaisseau. Si on a eu avant une très bonne hygiène de vie. Il y a aussi qu'on a une inégalité entre individus. Il y a des gens qui vont naître avec des artères beaucoup plus larges que les autres et qui seront pas du tout tentés de se boucher. Ce qui fait que certains peuvent manger gras sans avoir jamais de problème cardiovasculaire. On n'est pas égaux. Donc le fait d'avoir du cholestérol, c'est un facteur de risque, mais c'est un facteur de risque unique, il faut le mettre avec les autres. Et ça n'aura pas les mêmes conséquences chez tout le monde. Donc, il faut discuter avec le cardiologue, mais souvent, par exemple, un cardiologue qui voit quelqu'un qui n'a pas d'autres facteurs de risque et qui a des artères parfaitement normales, elle va dire, vous avez du cholestérol, mais vu votre âge, vu que pour l'instant tous vos vaisseaux sont bien, que vous n'avez pas d'autres facteurs de risque, ce n'est pas la peine de vous traiter. On ne traite pas toujours les gens qui ont le cholestérol élevé. Par contre, quelqu'un qui a d'autres facteurs de risque ou a fortiori qui a déjà fait un accident vasculaire, on va quasiment toujours traiter le cholestérol, même s'il n'est pas élevé. Claire, est-ce que le fait d'avoir fumé 20 ans, puis arrêté il y a 20 ans, est toujours un facteur de risque? Alors, le fait d'arrêter de fumer, au bout de quelques années, nettoie du facteur de risque de faire un accident vasculaire, autrement dit qu'il y a une plaque qui se détache en quelque sorte. Par contre, une artère qui s'est bouchée et calcifiée restera un peu bouchée et calcifiée. Ce qui veut dire qu'il y a une part cumulative dans le tabac qui fait que les artères vont être moins bonnes en vieillissant, mais le risque de faire un accident vasculaire est peu important si on arrête de fumer. Autrement dit, le fait d'arrêter de fumer est extrêmement important. Et dans le tabac, il y a une part qui est liée à la dose de tabac au moment où on est, une part qui est liée au tabac du passé, mais qui est beaucoup moins importante. Et même quelques cigarettes par jour, c'est considéré comme continuer à fumer. C'est mieux de fumer 3 cigarettes que d'en fumer 30, hein, beaucoup mieux. Mais c'est quand même un facteur de risque. Donc, ce qui est bien, si on veut diminuer ce facteur de risque, c'est de complètement arrêter le tabac. Ok. Le facteur stress semble me faire monter la tension artérielle, nous dit Marie-Rose. Doit-elle s'inquiéter? Alors, quand on mesure la tension artérielle, normalement, on la mesure au repos et sans stress. Parce que la tension qui est embêtante, c'est plutôt celle de tout le temps, celle du repos, pas celle qui arrive quand on se stresse. Donc, si elle trouve qu'elle a la tension élevée quand elle est stressée, ben c'est qu'elle ne devrait peut-être pas la mesurer quand elle est stressée. Ok, c'est un mauvais moment pour évaluer. C'est le meilleur moment pour évaluer, alors qu'on peut avoir plutôt la tension de base au repos. Ok. J'ai vu passer un commentaire, je ne le vois plus. Voilà, si c'est ça. Le commentaire de Samira qui je trouvais intéressant dans son ambiguïté. J'ai stoppé mon traitement de fond car j'avais peur pour mon foie et maintenant j'ai envie de le prendre car j'ai peur pour mon cœur. Concrètement, on doit faire un choix de ce qui sera abîmé. Merci de nous expliquer. Je suis malade depuis mes 20 ans et on ne m'en avait jamais parlé pour les risques cardiovasculaires. Oui, c'est un problème. On est toujours pris entre deux feux quand on prend un médicament. C'est pareil dans la polyarthrite. Si on vous dit, je vais vous mettre le méthotrexate, dans la très grande majorité des cas, il est bien supporté. Puis il y a un petit pourcentage de gens où le bilan du foie va se perturber. Donc, on fait des prises de sang pour vérifier qu'il est bien supporté. Si le bilan du foie, et puis les globules, enfin que rien ne se modifie,
on continue le méthotrexate et on a tout à gagner à le prendre. Si par contre c'est perturbé, on arrête. Ben, c'est le même problème avec les traitements du cholestérol. Chez la majorité des gens, c'est bien toléré. Et puis il y a un petit pourcentage qui dira qu'il a des crampes, qu'il a un bilan du foie qui se perturbe, les enzymes musculaires qui montent, etc. Et donc, ben, dans ce cas-là, on est parfois obligé de baisser ou d'arrêter. Il faut mettre dans la balance bénéfice-risque le fait de prendre le médicament par rapport à ses effets secondaires et aux bénéfices attendus. Alors, on a Maëlle qui nous demande aussi, est-ce que finalement, les risques cardiovasculaires touchent plus certaines familles que d'autres? Est-ce qu'il y a un terrain héréditaire? Oui, d'ailleurs, quand on fait le Q-risque, alors ça n'apparaît. Vous voyez que les critères quand même qui sont mis pour évaluer le risque ne sont pas exactement le même quand on fait le score de Framingham, le score, et dans le Q-risque. Dans le Q-risque, il est demandé si les parents ont eu un accident vasculaire, parce qu'on sait que c'est quand même aussi un facteur de risque. Donc, si on veut vraiment être très précis et détailler tous les facteurs de risque, on doit rajouter effectivement les antécédents. Et c'est surtout un accident vasculaire avant 50 ans chez le père et avant 60 ans chez la mère. D'accord, ok. Donc, si dans la famille, il y a 3 frères et sœurs qui ont eu avant 50 ans un infarctus, il vaut mieux consulter pour faire son facteur de risque cardiovasculaire. Ok, une dernière question, parce qu'alors celle-là est tellement ouverte que tu pourrais faire une dissertation. Samira demande, que penses-tu des personnes qui décident de ne plus prendre leur traitement? La vie est un choix de risque. C'est comme si vous me dites, que pensez-vous des gens qui aiment bien rouler à 160 sans ceinture de sécurité? Je pense qu'ils prennent un risque. Alors, c'est un risque pour eux et pour les autres, donc c'est encore plus embêtant. Mais dans la polyarthrite, c'est un peu pareil. Avoir une polyarthrite, ça fait plaisir à personne. Tout le monde préférerait ne pas avoir de traitement. On en est tous conscients. Maintenant, si on vous dit votre risque, je vais parler pour le cardiovasculaire, mais c'est pareil pour la polyarthrite. Si je vous dis votre risque de faire un infarctus est de 60% à 10 ans, et si je vous mets un traitement, ben vous allez passer de 60% à 20%, par exemple. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Tout dépend de la lourdeur du traitement. Si je vous dis le traitement, c'est arrêter de fumer et puis prendre un médicament pour votre cholestérol, et je peux calculer et vous dire, avec ça, vous allez passer de 60% à 20% de risque de faire un accident vasculaire grave dans les 10 ans. Personnellement, je crois que ça me convaincrait d'arrêter de fumer et de prendre un traitement pour le cholestérol. Pour la polyarthrite, c'est pareil. Si on vous dit, vous avez une polyarthrite, bon, c'est une maladie, on sait ce que ça donne quand on ne traite pas. Autrefois, bon, on ne les traitait pas parce qu'on ne pouvait pas et il y avait des déformations, enfin, il y avait des problèmes cardiovasculaires, enfin, plein de conséquences. Aujourd'hui, on a des traitements. On sait que nos traitements, pour la plupart, pour les traitements biologiques, multiplient par 1,5 le risque infectieux. Un traitement comme le méthotrexate allonge la durée de vie, c'est démontré de façon nette. Donc, on a tendance à dire, avec le méthotrexate, vous aurez effectivement des astreintes. Il y aura des prises de sang, il y aura des médicaments à prendre, mais vous allez allonger votre durée de vie nettement, en diminuant aussi le risque d'avoir des séquelles. Si jamais il y a besoin en plus d'un autre traitement, parce que ça ne suffit pas, un traitement biologique, vous irez encore mieux et vous n'aurez plus du tout d'évolution radiologique, mais vous aurez 1,5 fois plus de risque de faire une infection. Qu'est-ce que vous préférez? Il suffit de regarder les photos de Renoir à la fin de sa vie à cause de la polyarthrite, de se dire d'un autre côté, je multiplie par exemple par 1,5 mon risque infectieux et j'aurai besoin d'une prise de sang tous les 2 mois et d'un comprimé de méthotrexate par semaine, mais avec ça, j'aurai aucune séquelle de ma polyarthrite, à chacun de choisir. Donc c'est vrai que il faut faire cette mesure. Je trouve que pour ça, c'est très pédagogique de regarder le score de Framingham ou le score lui-même pour comprendre ce que c'est qu'une notion de facteur de risque et pourquoi est-ce qu'on décide qu'on rembourse des médicaments. On se dit, quelqu'un qui a tel risque, si on lui donne tel médicament, qui a d'ailleurs tel prix, ça va permettre de lui diminuer de temps son risque et on va considérer que c'est quand même pertinent en termes de risque pour sa vie, de coût pour la société, de lourdeur pour lui de prendre le médicament. Mais après, si les gens ne veulent pas le prendre, ils ne le prennent pas. Mais c'est vrai qu'au moins, ils savent quel est le bénéfice attendu et quel est le risque du traitement. Allez, je te fais une dernière petite question pour vraiment conclure cette fois et il n'y aura plus de questions après celle-là. On nous questionne sur les plantes et les produits naturels qui peuvent prévenir les AVC ou en tout cas tout le risque cardiovasculaire.
Alors, le gros problème des plantes, c'est qu'elles ont des principes actifs dedans, mais on ne sait pas les utiliser. Par exemple, la digitale, qui est la plante qui permet de faire la digitaline, hein, qui est un traitement des problèmes cardiaques, justement, si vous vous amusez à en prendre pour vous traiter d'une insuffisance cardiaque, eh bien, vous allez probablement ou en prendre pas assez et donc ça fera rien, ou en prendre trop et vous allez mourir parce que c'est un produit qui est extrêmement toxique. Et donc, pour qu'il soit un médicament, il faut qu'il soit vraiment à un taux extrêmement bien calculé. Il ne faut pas être en dessous, il ne faut pas être au-dessus. Avec les plantes, on ne sait pas faire ça. Donc, imaginez que les plantes puissent être utilisées pour un médicament efficace, c'est impossible. Alors après, pour ce qui est pas de médicaments efficaces, mais de petites conséquences, on peut l'utiliser. Par exemple, la caféine ou la théine, du café et du thé, donc, ça peut énerver quand on en prend. Mais ce qui fait qu'on peut utiliser des plantes telles que le thé et le café, c'est qu'une petite dose, ça fait rien, mais c'est pas grave. Et une forte dose, on est très énervé, mais à part si on a un problème cardiaque, il est rare qu'on en meure. On peut avoir le cœur qui s'accélère beaucoup, mais c'est jamais très grave. Donc, autrement dit, les plantes ne peuvent servir que pour des médicaments qui ont une très faible efficacité et qui peuvent être tolérés à des très fortes doses pour que ce ne soit pas dangereux, parce que sinon, ça serait franchement dangereux de prendre des plantes. Donc, moi, mon avis, c'est que se traiter avec les plantes est beaucoup plus inefficace ou dangereux que de se traiter avec des médicaments. Parce qu'un médicament, on sait exactement la dose qu'on donne et ça a été étudié. Les plantes, on ne sait pas la dose qu'on donne et ça n'a pas été étudié. Donc, je déconseille franchement tout ce qui est plantes comme source de traitement. Merci beaucoup, c'est très intéressant cette approche sur le risque et voilà la dose toxique qu'on maîtrise mal. Et je pense que ça va éclairer tout le monde sur l'utilisation de certains traitements qu'on peut trouver par soi-même. Merci beaucoup Alain d'avoir répondu à toutes ces questions qui étaient quand même nombreuses et très pointues, très variées. Donc on a pu te tester sur ta compétence hyper large. Merci encore. Merci à tous d'être aussi fidèles aux webconférences mensuelles de l'ANDAR. Le mois prochain, c'est le professeur Serge Perrault qui nous parlera de la douleur dans la polyarthrite rhumatoïde. Là encore, on vous attend très nombreux. On sait que beaucoup sont friands des replays. On a fait un record de replays le mois dernier sur l'intervention de Maxime Dougados avec plus de 1000 replays. Donc voilà, on sent que ces webconférences sont utiles et utilisées. Donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Très bonne soirée Alain, merci encore. Merci, au revoir. Et merci à tous. Au revoir.